Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur du dernier ouvrage Permis de tuer, génocide, négationnisme et Asbara aux éditions Max Milo. Bonjour. Donald Trump Bonjour. avait déclaré qu'il prendrait 15 jours pour décider ou non d'une éventuelle intervention américaine. Au premier jour de l'attaque israélienne, il a insisté sur le fait que les Américains n'étaient pas impliqués. La politique américaine n'est-elle pas erratique ? Alors, on peut penser qu'il a peut-être voulu tromper le monde, faire un peu un effet de surprise, parce que la décision de frapper était prise depuis longtemps. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas en quelques heures. Donc on peut penser qu'il y a au moins 2 jours ou un jour que la décision a été prise et qu'il a voulu avoir un effet de surprise par rapport aux Iraniens. Mais ce qui est important de noter, c'est que jusqu'ici, les présidents successifs américains, de George Bush, en passant bien sûr par Barack Obama, Biden, mais aussi Donald Trump dans son premier mandat, avaient refusé à Israël le fait de frapper l'Iran. Et là, non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont voulu aussi y participer. Alors c'est vrai qu'ils ne s'embarrassent pas beaucoup du droit international, mais effectivement, comme l'a dit Donald Trump, il n'y a jamais eu une fusion aussi importante entre les diplomaties américaines et les diplomaties israéliennes, surtout qu'Israël a un peu chamboulé l'agenda diplomatique américain en frappant l'Iran, alors que les États-Unis allaient ouvrir un nouveau rang de négociations avec l'Iran. Donc c'est la politique israélienne de Netanyahou qui est suivie par les Américains. Enfin, les Américains suivent donc Oui, ce qui est dit. bah, C'est les Israéliens qui dictent la politique étrangère américaine. en tous les cas, Trump a pris un peu le train en marche parce que son entourage était très divisé. J.D. Vance, qui est derrière lui, était très hostile à une intervention. Alors, les néoconservateurs sont favorables depuis longtemps, mais tout le mouvement MAGA, c'est pour ne plus faire d'intervention militaire, de ne pas être mêlé à des guerres. Et donc, il y a un débat interne, y compris parmi les présidents de Trump. Les démocrates doivent être eux-mêmes d'ailleurs divisés entre ceux qui se disent, bon, on est proche d'Israël, il faut l'accepter, et ceux qui se disent, on va encore un peu plus être accusés de violer le droit international. Bernie Sanders, d'ailleurs, a condamné cet acte. Et donc, il y a aussi un débat. Et en plus, Trump n'a pas saisi le Congrès. Il a décidé seul. Donc, il a un petit peu bousculé la Constitution. Je pense qu'il y aura aussi des débats internes. Et donc, si, bien sûr, il est prouvé qu'il n'y a plus aucune installation nucléaire iranienne et que Trump a réussi, et si le régime iranien s'effondre, il pourra dire qu'il a gagné, mais il prend le pari de voir que le régime iranien survive, parce que dans le passé, on a vu que s'il n'y a pas une intervention terrestre, les régimes ne s'effondrent pas. Et il n'y a pas, comme en Libye, des forces armées iraniennes qui pourraient lutter contre les forces du régime. Donc, en fait, qu'en plus, l'ayatollah Khamenei a prévu une succession, donc même s'il était abattu, il y aurait toujours une ordre de succession qui est prévue. Donc, il n'est pas évident que le régime iranien chute après ces frappes. Et donc, on est peut-être dans une très grande vague d'incertitude. Et je ne suis pas certain que les alliés saoudiens qui, lors du premier mandat Trump, poussaient Trump à frapper l'Iran, mais qui depuis se sont réconciliés avec lui et cherchent plutôt la stabilité, soient ravis de cela. Là, disons que Trump a plutôt joué Israël au détriment de son autre allié dans la région, l'Arabie saoudite. L'idée d'un Moyen-Orient prospère et sûr, défendue par le Premier ministre israélien Netanyahou, c'est un mythe. Il a déclaré que ces frappes allaient ramener la paix et la prospérité dans la région. Oui, il disait déjà ça lorsqu'il défendait la guerre contre Saddam Hussein en Irak et puis aussi contre Kadhafi en Libye. On a bien vu qu'effectivement, toutes ces guerres ont amené prospérité, démocratie, stabilité et joie des peuples. Bon, enfin, ça fait assez longtemps que l'on sait que, d'une part, les guerres ne sont pas faites pour la démocratie, elles sont faites pour des questions de puissance. Netanyahou voyait son régime menacé, son gouvernement menacé. Il a refait une unité nationale derrière lui. Il commençait à être critiqué diplomatiquement. Il a emmené finalement Trump avec lui et les Européens sont un peu aux abonnés absents. Ils critiquent, mais ils ne savent pas trop. Enfin, c'est un peu ceux qui sont les plus gênés. Donc, sur le court terme, Netanyahou a réussi son pari, mais il faudra voir. Mais en tous les cas, le mythe de la guerre qui apporte la démocratie et la stabilité, c'est un mythe parce que il faut vraiment être très croyant pour y croire, dans la mesure où ça n'est jamais survenu. Oui, Donald Trump a cité la Bible. L'arme nucléaire est une protection. L'Iran, pays signataire du traité de non-prolifération, est-ce qu'il ne va pas tirer comme conclusion qu'il faut en sortir et qu'il faut justement accélérer? Est-ce que c'est pas ça le message, le programme d'enrichissement d'uranium? Est-ce que le message envoyé là, il n'est pas ambigu de la part des Israéliens et des Américains? Parce que ce qu'on voit, c'est que si vous n'avez pas l'arme nucléaire, eh bien vous êtes très vulnérable.
Oui, bien sûr. Pourquoi on ne fait pas la guerre contre Kim Jong-un? C'est parce qu'il a l'arme nucléaire. Et si Saddam Hussein et Kadhafi avaient l'arme nucléaire, on n'aurait jamais fait la guerre contre eux. Pourquoi on n'envoie pas de troupes en Ukraine? C'est parce que Poutine a l'arme nucléaire. Donc, effectivement, et pourquoi Israël se sent si fort? C'est parce qu'il a aussi l'arme nucléaire qui peut se défendre, même sans les États-Unis de ce fait. Donc, effectivement, même si le programme nucléaire iranien a été ralenti, l'envie de se doter d'armes nucléaires a peut-être été renforcée. On va voir si l'Iran se retire du TNP. Ce qui est certain, c'est que les installations sont détruites, les connaissances restent. Même si les scientifiques iraniens ont été abattus, il y a un niveau de connaissance qui reste. Donc peut-être que effectivement le programme nucléaire iranien a été retardé en termes de temps. Les Israéliens disaient 2, 3 ans avant les frappes américaines, c'est encore plus aujourd'hui, et peut-être qu'il y aura encore de nouvelles frappes. Mais cela peut renforcer la détermination de l'Iran de se doter d'armes nucléaires pour justement ne plus être frappé. Enfin, les États-Unis, bon, restent la première puissance militaire mondiale, mais on sait que sur le plan économique, le déficit a atteint plus de 6%, ce qui porterait le ratio de la dette à son plus haut niveau historique en 2029. Est-ce qu'à la fin des fins, la grande gagnante ne sera pas la Chine qui regarde ce qui se passe en ce moment? Bien sûr, les Chinois alors critiquent et en même temps se réjouissent. Ils critiquent parce qu'ils disent effectivement ce n'est pas bien de faire la guerre et eux ils veulent apparaître comme la puissance stable, comme la puissance constructive, comme la puissance qui apporte des solutions et qui n'apporte pas de problème. Mais ils savent très bien que l'horreur que va signifier ces frappes, le fait de dire que seule la force compte et que le droit ne compte pas, eh bien les fait apparaître comme une puissance positive et fait apparaître les États-Unis et l'allié d'Israël comme une puissance négative. Donc, dans le combat de la Chine contre les États-Unis, dans la conquête des cœurs et des esprits, notamment dans le sud global, c'est tout à fait gagnant pour la Chine. Et du côté de la Russie, si je peux ajouter quelque chose, la Russie, bien sûr, serait perdante si le régime iranien tombait, mais s'il ne tombe pas et que ça permet une augmentation du prix du pétrole, eh bien, les Russes pourront également dire merci à Donald Trump. Et par contre, ils vont aussi dire que finalement, les Chinois qui hésitaient à augmenter leur coopération énergétique avec eux vont le faire du fait des incertitudes sur le pétrole en provenance du Proche-Orient. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre décryptage sur France 24 de la situation. Merci à vous.